Alors, je me suis auto-infligé une punition qui était de tenter de trouver des choses nouvelles sur le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate en 2021. Et pour être tout à fait franc, ça n'a pas été un franc succès. Euh, on va parler aujourd'hui, et pour essayer d'avoir une présentation qui soit la plus synthétique possible, uniquement de la partie des troubles urinaires du bas appareil chez l'homme quand elle est clairement liée à une obstruction prostatique. Et j'exclurai de ce champ de discussion toutes les autres causes d'hyperactivité idiopathique de l'homme. Voilà. Donc on va parler uniquement de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et quelques éléments simples à rappeler. Vous savez qu'en fait, il y a ces trois cercles qui sont les trois choses importantes, le volume prostatique, le retentissement fonctionnel, l'obstruction urodynamique. Et ces dernières années, on se rend compte de l'importance d'attirer, de prendre compte de la demande du patient, et on se rend compte de plus en plus que il faut vraiment se concentrer sur ce fameux retentissement fonctionnel. Et donc le retentissement fonctionnel, vous voyez qu'il est principalement amélioré quand on améliore le débit urinaire. Le volume prostatique a relativement peu d'impact. Et donc il faut vraiment arriver à se concentrer sur ce sujet-là. On en parlera tout à l'heure sur le plan chirurgical. C'est probablement ce qui fait le succès des techniques d'énucléation laser par rapport à toutes les autres techniques. Et donc on regarde, est-ce qu'on a ou pas aujourd'hui des nouveautés là-dessus. Donc j'ai regardé suite à l'EAU 2021 s'il y avait eu une mise à jour des guidelines. En fait, il y a une phrase, donc là aussi, vous voyez qu'il n'y a quand même pas des tonnes de choses. On va passer en revue, puisque c'était plus les traitements médicaux, même si on parlera de quelques traitements en consultation. La nicturie, est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Pas vraiment, simplement rappeler des choses basiques, hein. Le catalogue mictionnel, penser à éliminer une apnée du sommeil, et puis le traitement de référence, la desmopressine, avec tout un chapitre qui est très intéressant sur justement ces recommandations, sur comment utiliser la desmopressine, les limites qu'il y a autour. Donc la posologie qu'il faut commencer à 60 microgrammes, l'AMM qui est que jusqu'à 65 ans, alors ça c'est le cas en France, hein, mais c'est également le cas dans le monde entier. Et les précautions particulières au-delà de 75 ans, en fait, au-delà de 75 ans, il n'y avait aucun patient inclus dans les essais. Et donc, ce que recommande l'EAU, c'est de revoir le patient à 3 mois et arrêter le traitement s'il y a une hyponatrémie. Et donc, voilà, ça reste le traitement de référence. Si vous avez des patients qui sont gênés, il y a quand même quelques patients qui tirent vraiment un vrai bénéfice de ce traitement-là. Ils sont peu nombreux, mais c'est intéressant à savoir. Bon, pour la prise en charge après le bilan, on reste sur les guidelines qui avaient déjà été décrites du temps de Desgrands-Champs. Donc là aussi, rien de neuf sous le soleil, hein, ça date de 15 ans environ. Donc le traitement médical, vous vous rappelez qu'il y avait un peu deux branches dans l'algorithme. D'un côté, si la prostate faisait moins de 40 cc, et c'est toujours le volume qui est retenu dans les guidelines de l'EAU, les alpha-bloquants et la phytothérapie. J'ai mis cet article-là et pas les recommandations de l'EAU, puisque dans les recommandations de l'EAU, il n'y a pas la phytothérapie. Pour les prostates d'un volume supérieur à 40 cc, on a les alpha-bloquants, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, et on peut aussi mettre la phytothérapie. Alors ce petit schéma qui résume un petit peu les choses sous l'angle de la vision que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour améliorer la qualité de vie des patients, il faut améliorer le débit. Donc là, vous avez l'amélioration du débit, et là, vous avez l'amélioration de l'IPSS. Et en fait, quand on regarde ce que donnent les différents traitements dans les essais cliniques, on voit que c'est ici qu'on a l'effet thérapeutique. Donc vous voyez qu'on a un effet thérapeutique qui est relativement modeste. Alors pour un individu, on peut avoir des résultats fantastiques, mais on a quand même un résultat qui est moyen. Pour la résection de prostate, la dénomectomie et bien sûr l'énucléation laser, on est vraiment tout en haut de la courbe. Et pour les autres traitements, alors là à l'époque c'était la thermothérapie, c'était un schéma de M. Perrin, mais aujourd'hui ça va être l'urolift, le résume et tous les traitements mini-invasifs. On est par là. Moi j'utilise beaucoup ce schéma pour expliquer aux patients
que s'ils veulent autre chose que le standard, ils auront des résultats qui sont moins bons que le standard. C'est pour ça que je vous ai montré ce schéma, parce que je le trouve assez utile. Alors, les extraits de plantes, est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Bien, de toute façon, se rappeler que c'est quand même des médicaments que les patients ont très envie d'avoir, parce que si vous ne leur donnez pas des vrais extraits de plantes issus de l'industrie pharmaceutique, ils vont aller chercher de l'extrait de jojoba qui est pris par des enfants en Chine. Et donc, autant qu'ils aient des extraits de plantes officiels, estampillés, sans je ne sais quel résidu. Et cet argument-là marche assez bien en général pour eux. On n'a pas d'effet secondaire. Certains diraient que c'est pour ça qu'on peut suspecter qu'il n'y ait pas d'effet thérapeutique. Et bien pourtant, on a régulièrement des études qui montrent qu'il y a quand même beaucoup de difficultés à faire la différence entre les alpha-bloquants et des extraits de plantes. Et on sait que finalement, chaque fois qu'on essaie de faire des études en tête-à-tête, on n'a pas une différence si majeure que ça. Et là, c'est une étude qui vient d'être publiée dans le Progrès en neurologie, en vie réelle. Et on a quand même, dans cette étude-là, une amélioration de 10 points, donc c'est quand même pas rien, chez près de 9 patients sur 10, dans une pratique de médecine générale. Et c'est là aussi qu'on voit que c'est important de se rappeler que certains médicaments sont utilisés beaucoup par les médecins généralistes, et on voit très bien que certains patients sont améliorés quand même pendant plusieurs années. Donc ce n'est pas des médicaments qui sont inutiles. Les alpha-bloquants, c'est celui qu'on prescrit le plus. Une fois de plus, c'est ceux qui sont dans les recommandations de l'EAU. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir le nombre de prescriptions faites par des collègues, que ce soit des généralistes ou des spécialistes, qui n'ont pas pris le temps d'expliquer aux patients qu'ils auraient des troubles de l'éjaculation. Et ça, vraiment, pour les plus jeunes, je vous recommande de systématiquement l'expliquer aux patients, parce que s'il y a un truc qu'un homme ne supporte pas, c'est qu'on lui fasse la surprise de faire disparaître son éjaculation. Effectivement, même si c'est marqué sur la notice, c'est très important de l'expliquer. Ça vous permettra déjà d'avoir des patients qui vous diront bah, si c'est ça, je ne le prends pas, et ça vous permettra d'avoir une meilleure observance par la suite. Et puis, on a beaucoup de patients qui quittent, entre guillemets, leur médecin généraliste ou leur urologue parce qu'ils ont eu cet effet secondaire et qu'ils ont découvert ensuite que c'était un effet secondaire du traitement prescrit par le médecin. Et on le verra que cette histoire de l'éjaculation qui tourne un peu en boucle est quand même l'élément un peu nouveau de ces 10-15 dernières années. C'est une demande émergente de nos patients et je crois qu'il faut le savoir et l'entendre. Alors, on a là-dessus une discussion régulière avec Grégoire Robert qui dit que lui, il prescrit que la fluzosine parce que justement, il y a relativement peu de troubles de l'éjaculation. Alors, ce n'est pas une éjaculation rétrograde, c'est probablement une anéjaculation avec probablement peut-être un impact sur l'orgasme un peu supérieur à ce qu'on aurait dans une éjaculation rétrograde. Bon courage à ceux qui voudront faire l'étude. En revanche, la silodosine, c'est 50%. Là, il y a encore une étude que je vous cite, là, qui est publiée récemment. 50% des patients qui ont des troubles de l'éjaculation. Alors moi, je leur prescris en leur disant, bah, ça va vous montrer ce que ça sera après l'opération. Et donc, ceux qui l'acceptent sans aucun problème, effectivement, ça va vous permettre derrière d'avoir la suite de la prise en charge qui sera peut-être simplifiée. Les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, c'est vrai qu'on a finalement, moi je constate une prescription qui est relativement faible, une indication quand même qui est très utile à connaître sur des gros adénomes de la prostate, c'est les hématuries prostatiques d'origine prostatique. Ça, c'est vraiment un traitement où les inhibiteurs de la 5-alpha réductase sont redoutablement efficaces et peuvent permettre d'éviter une intervention. Vous avez ces patients qui sont sous anticoagulants, les NACO ou d'autres, et qui font hématurie sur hématurie simplement à cause d'une hypertrophie bénigne de la prostate qui par ailleurs était asymptomatique. Là, pour le coup, il me semble qu'il y a une bonne indication. Mais on peut également le prescrire en troisième ligne ou comme un échec des autres lignes de traitement. Le traitement dans les essais cliniques, c'était 3 à 6 mois avant d'avoir un effet thérapeutique. Donc attention, c'est quand même un médicament là aussi où il faut prévenir les patients que l'effet ne va pas forcément être immédiat. On ne parle pas d'ailleurs par ailleurs des troubles de l'érection que ça peut induire. Et ça aussi, éviter de faire la surprise aux patients parce qu'ils le vivent relativement mal. Le tadalafil, il n'est pas remboursé, donc c'est vrai que moi je n'ai pas à ce jour fait des prescriptions à des patients qui l'ont poursuivi quand ils avaient une hypertrophie bénigne de la prostate isolée. On a quelques patients qui ont des troubles sexuels et qui vous le disent à ce moment-là et qui sont tout contents de prendre le tadalafil, mais objectivement, je ne crois pas que ça puisse vraiment être considéré, même s'il y a eu des études sur le sujet, comme un traitement mirifique de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Alors pour finir pour ce tour d'horizon, puisque vous voyez qu'il n'y a pas de choses émergentes sur le sujet de la thérapeutique par voie orale, quelques choses nouvelles qui sont apparues.
Euh, Moi, je suis rentré là-dedans par l'injection de toxines botuliques dans la prostate. Aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui ne marche pas, mais surtout, on s'est rendu compte de l'ampleur de l'effet placebo dans cette sous-population de patients qui est prête à tout pour ne pas avoir de troubles de l'éjaculation. C'est des patients qui peuvent avoir un Qmax à 1 millilitre seconde et vous leur dites ça va et ils vous disent ouais super. Voilà, donc c'est vraiment une sous-population de patients qui existe, qui est de plus en plus importante. Moi je suis frappé de voir, même chez des gens de 75-80 ans. Et donc c'est ces patients-là auxquels on s'adresse avec les traitements alternatifs comme l'Urolift. Donc l'Urolift c'est un traitement qui est aujourd'hui disponible en France. C'est utilisé au Royaume-Uni depuis 2001, un traitement qui peut être fait sous anesthésie locale. Il y a actuellement une étude en cours qui s'appelle EcoLift, qui est justement vise à établir le modèle économique de cette intervention-là. Dans le cadre d'EcoLift, on fait le geste en consultation externe, sous anesthésie locale. Hein. Et voilà, il y a beaucoup d'études cliniques. C'est devenu le traitement numéro 1 de l'hypertrophie bénigne de la prostate au Royaume-Uni. Alors pour des raisons waiting list hein, aussi, mais c'est un traitement pour lequel il y a quand même beaucoup de recul. Le problème principal qui fait que tout le monde ne peut pas facilement y avoir accès, c'est que l'acte est répertorié. Hein, c'est un acte CCAM qui est, je crois que c'est 110 euros, un truc comme ça. Le GHM est de 1000 euros et chacune des agrafes vaut 500 euros et il en faut au moins 4, voire 6 pour traiter un patient. Donc effectivement, aucun établissement n'acceptera de financer ce type de matériel. Donc pour l'instant, effectivement, si l'étude EcoLift ne permet pas de faire évoluer les choses, eh bien, c'est un traitement auquel nos patients n'auront pas accès. Mais il n'y a pas d'éjaculation rétrograde, il n'y a pas de risque d'incontinence urinaire. Même le 1% qu'on explique à nos patients si on décrit bien la technique, toutes les techniques standards, eh bien, ces patients-là n'ont pas le risque. Et puis le deuxième traitement, entre guillemets, non invasif, dont on va avoir les résultats, alors je suis désolé, mais ça ne sera que la semaine prochaine, c'est la semaine du teasing. Le 15 septembre, vous allez avoir les résultats de PIS 1. Et mercredi prochain, nous avons une conférence pour avoir les résultats de l'étude randomisée qu'on a fait embolisation versus traitement médicamenteux avec justement Sapoval qui est le type qu'on a mis au milieu en disant qu'il fallait surtout pas suivre son exemple. Mais l'AFU a décidé de l'accompagner dans un essai randomisé. On est plusieurs à avoir participé à cette étude. L'embolisation de la prostate, objectivement, je pense, aura une place dans notre arsenal thérapeutique, à quasiment aucun effet secondaire, mais au prix d'un geste qui est quand même extrêmement lourd dans des centres experts, puisque c'est 3 à 4 heures de geste d'embolisation. Et pour un geste qui en plus n'est pas très bien valorisé. Donc voilà, pour des gens qui sont en recherche de reconnaissance, c'est vrai qu'il y a eu un intérêt, mais en France, on est relativement, à mon avis, peu sous la menace de radiologues qui se mettraient à emboliser à tout va. Toujours est-il qu'il fallait avoir une étude randomisée contre quelque chose. On a choisi en France de le faire contre les traitements médicaux et on aura les résultats très prochainement à vous donner. Merci de votre attention. J'imagine qu'il y a peu de questions sur le sujet. Ah, Marc. Ouais. Tu ne parles pas des anticholinergiques dans les... Non, parce que j'ai parlé des troubles obstructifs du bas appareil urinaire liés à une hypertrophie bénigne de la prostate et pas au retentissement et à tout ce qui est la myriade d'autres choses que tu pourrais faire. Parce qu'on pourrait aussi parler de la neuromodulation dans certains cas de troubles où tu ne trouves pas d'obstruction ou des choses comme ça. Là, j'ai vraiment focalisé sur est-ce qu'il y avait quelque chose de nouveau pour, entre guillemets, lever l'obstruction. Donc c'était vraiment ça le focus, puisqu'il n'y avait que les 15 minutes. Bien sûr que les anticholinergiques sont devenus un des traitements qu'on peut prescrire largement, de même que le mirabegron. En fait, c'est le même modèle que l'hyperactivité de vessie idiopathique dont j'ai parlé hier. Et effectivement, tu peux appliquer la même règle si tu n'as pas d'obstruction. Donc, il y a quand même un nombre de patients chez lesquels on est dans le doute. De la même façon, je n'ai pas parlé de la prothèse endo-urétrale qu'on utilise maintenant largement pour traiter les rétentions aiguës d'urine, celle de Marianne de Vonneck. Et on a plusieurs cas de patients qui ont des troubles où on ne savait pas si c'était une obstruction ou une hyperactivité de vessie, où on pose cette prothèse, entre guillemets, à titre de test,
pour voir si les patients sont mieux ou sont aggravés par le fait de faire l'intervention. Donc voilà, il y a plein de choses dont on pourrait parler sur le sujet. Mais là, j'ai focalisé la présentation sur l'HBP, sur l'obstruction. Xavier, de toute façon, on vient sur le floor. Qu'est-ce que tu penses du traitement unique du lobe médian dans les cas où le lobe médian se présente? Eh bien, ça va faire une très bonne introduction. Donc ça, c'est l'étude par thème par TURP, qui va débuter très prochainement à l'initiative de Grégoire-Robert. Par TURP, c'est une étude où on va justement étudier si mal faire une énucléation, c'est aussi bien que de la faire de façon complète, puisque, une fois de plus, hein, le raisonnement là derrière, c'est de dire le point de départ de ce trouble fonctionnel qu'est l'obstruction de l'hypertrophie bénigne de la prostate. On a toujours, nous, considéré qu'il fallait que les gens soient tranquilles le plus longtemps possible. Mais quand on écoute les patients, ils nous disent 1% d'incontinence, je ne prends pas. Et ça m'est encore arrivé cette semaine avec un monsieur de 75 ans, bien sous tout rapport, qui se fout complètement de son éjaculation, mais qui me dit, mais 1%, moi, voilà, j'ai pas envie. Je ne veux pas prendre le risque. Donc, est-ce que ce patient, si on lui dit, bah, écoutez, j'ai une intervention qui va ne pas vous entraîner de troubles de l'éjaculation, qui va ne pas vous entraîner un risque d'incontinence, mais qui vous met sur ma fameuse courbe plus bas que l'opération standard, c'est pour ça que je dis que je fais mal, entre guillemets, est-ce que ça va bien marcher? Bah justement, moi je ne suis pas du tout un expert du laser, mais nos experts du laser maison, je ne sais pas si Hakim est là ou pas, commencent à faire ce genre de gestes, et pour l'instant ont le sentiment que c'est quelque chose qui est intéressant à proposer aux patients, mais c'est vrai que ça me paraît intéressant, avant de partir dans un truc basé sur du sentiment, de faire une étude prospective où on se dit, bah voyons si on a objectivement sur cette population-là. Je vous rappelle que les premières études sur la toxine botulique ont toutes conclu à un bénéfice de la toxine parce qu'il y a un effet placebo qui est de l'ordre de 70 à 80% dans cette pathologie et qui a l'effet dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que les patients embolisés, ils allaient tous super bien, hein, même quand ils avaient un débit au début à 1 milliseconde et après à 1 milliseconde. Ils disaient ça va, ouais, super, c'est bon, je ne peux pas me faire opérer. Donc il y a ce sujet-là, et donc c'est pour ça qu'à mon sens, il faut vraiment l'étudier de façon randomisée. Là, vraiment, c'est pour qu'on puisse répondre à ta question, même si les experts dont tu fais partie ont l'impression qu'on peut faire ça. Je dis, bah, pas de souci, mais il faut un essai randomisé.